Nous, le docteur Patrick Ourdet, qui est psychiatre. Bonjour docteur, Bonjour. merci d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on est un peu surpris déjà par l'ambiance dans laquelle vivent ces trois femmes. Elles font un couple à trois, même si c'est pas très français, on appelle ça un trouble aujourd'hui, parce qu'on vit à trois. L'équilibre est compliqué à trouver quand même dans un trouble. À 3, c'est très difficile à marcher. Je disais il y a quelques instants, la seule chose qui soit stable, c'est un tabouret à 3 pieds. Le reste, c'est instable. Et à 3, surtout là, il y a une jeune fille qui a 19 ans, Ouais. les autres ont la trentaine passée. 19, 31 et 30. Voilà. Donc, elle se sent à un moment donné délaissée, jalouse. Elle va dénoncer ce qui s'est passé. En fin de compte, on est dans ce que j'ai pu entendre, dans le pathétique minable. D'ailleurs, c'est des gens qui vivent, je ne sais pas si c'est les RSA ou des pensions ou des petits boulots, mais qui sont précaires, etc. C'est des gens qui sont en pleine précarité en tout cas, Voilà. c'est certain. Et qui, en fin de compte, font des cocktails, d'après ce que j'ai entendu, Ricard Gin. Moi, ça ne me convient pas vraiment comme cocktail. Enfin, je ne sais pas, je n'ai jamais essayé. Mais je pense que c'est toxique. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, parce que, juste, je vous interromps, Oui. qu'il n'y ait pas d'ambiguïté non plus. La précarité, c'est pas forcément ça. Ah non, plus, pas du tout. Qui pas du conduit tout. à des actes, aussi terribles. C'est plus une certaine ambiance, c'est plus de l'alcool, c'est plus Exactement. Il y a ces choses-là que la précarité qui est juste un plus dessus. Non, la précarité, c'est même pas un plus. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations précaires. J'en ai rencontré des centaines et des centaines. Ah, qui ont beaucoup de dignité et ils un ont comportement. toujours une très grande dignité. Exactement. Pour une très très grande majorité. Tout à fait. Là, on est dans un trio où l'alcool est important. Magali, elle est un peu, on dirait, une matrone, d'après les photos qu'on a pu voir, la description, une femme un peu rustaude, un peu une costaude, qui, en fin de compte, à un moment donné, décide qu'elle a besoin d'argent. Et son parcours, moi, m'est paru excessivement logique, dans cette espèce de folie ordinaire, hein, qui n'est pas la folie psychiatrique, hein, bien entendu. Elle a de l'argent, elle a un fusil, elle veut braquer un bar tabac. Ce qui paraît, on va dire, entre guillemets, bien entendu, logique, dans le sens où le bar tabac, il y a les tickets à gratter, où on peut gagner de l'argent, les cigarettes, ça coûte cher, donc il y a de l'argent. Elle ne le fait pas parce qu'il y a une voiture de police juste à côté. Et moi, quand elle est allée braquer la boulangerie, il m'était arrivé deux choses en tête qui m'ont dit que c'était logique qu'elle le fasse. Dans sa logique à elle, pas la mienne. Hein. Moi, en souvenir, j'ai un petit-fils qui a 2 ans, je lui chante des chansons, et il y a un livre de chansons, etc. Et il y a une chanson qui s'appelle « La boulangère a des écus », qui ne lui coûte guère, etc., etc. Et dans un article de Libération, il est marqué que Sylvain était au fournil et elle comptait les sous, enfin quelque chose comme ça, de très similaire. Donc ça rejoint cette idée-là. Et la deuxième, c'est la boulangère, donc le boulanger ou la boulangère, c'est riche. Et il y a un autre dicton qui est très connu, c'est tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Donc c'est-à-dire, c'est pas le pain qu'on gagne, c'est l'argent pour acheter le pain. Donc c'est le pain, le symbole de l'argent aussi. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va braquer, logiquement, dans quelque chose une pensée très réduite, la boulangerie. Oui, et puis, hormis tout ce que vous citez avec raison, on se dit aussi que peut-être dans une boulangerie, il y a beaucoup de liquide, parce que le pain, c'est une des rares choses. Alors aujourd'hui, il y a les cartes, mais le pain, c'est quand même une des rares choses en général qu'on payait avec du liquide et de la petite monnaie, parce que c'est 1 euro, c'est 2 euros. Et c'est le symbole de l'argent. C'est ça. Donc là, on peut avoir de l'argent. Elle voit une boulangerie qui est toute petite, qui est comme ça. Elle le fait. Elle se balade quand même avec son fusil, c'est-à-dire que l'idée est arrêtée. Manifestement, probablement alcoolisée auparavant. L'alcool, ça donne on croit que ça donne du tonus. Enfin, ça libère surtout les pulsions. Ça désinhibe. Ça désinhibe, exactement. Donc, sur un comportement très pulsionnel, on va dire archaïque, elle va passer à l'acte. Et elle fait un hold-up de 30 euros. Et elle tue pour 30 euros. Et elle tue 30 euros. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'après, elle va être dénoncée par un membre du trio, qui est la plus jeune, qui est délaissée, jalouse. Elle va en parler pour punir les 2 autres.
Et c'est vrai que psychologiquement, c'est très intéressant. On va aussi dire un mot sur le procès quand même, parce que malgré la mise en détention de Magali et d'Anne-Sophie, le 9 septembre 2005, une erreur de procédure va permettre à Magali d'être relâchée. Alors pour les proches de Sylvain, c'est la colère et c'est surtout l'incompréhension. 3 ans après les faits, le procès de Magali, Anne-Sophie et Émilie s'ouvre devant la cour d'assises de Saint-Étienne. Et les journalistes ont fait le déplacement. Tout le monde redoute l'absence de Magali. Mais à quelques heures de l'ouverture, l'accusé fait une apparition très remarquée. La femme, à l'allure très masculine, à l'époque, a laissé la place à une jeune femme coquette. Et le changement est si flagrant qu'il ne trompe personne. Au fil des débats, les expertises psychiatriques s'attardent sur les personnalités des 3 accusés. Dans un premier temps, celle de Magali, considérée comme le chef de file. Les premières impressions, c'est sur son, on va dire sur son look. Un look qu'on pourrait qualifier de très masculin, c'est-à-dire qu'elle surjoue ce qui devrait être un mec, à mon avis. Et ça saute aux yeux dès qu'on la rencontre. Anne-Sophie, on la présente comme plus effacée et on la présentera effectivement comme quelqu'un qui est plus influençable. Donc là aussi, ça participera assez largement au fait qu'on va surtout se focaliser sur Magali parce que les 2 autres personnalités apparaissent beaucoup plus ternes. Quant au fait que Magali ait prémédité son geste, les experts appelés à la barre n'en sont pas convaincus. Je crois pas que c'est du tout prémédité. Elle avait prévu un scénario qui était une sorte de western moderne où on allait braquer quelque chose pour pas beaucoup d'argent, mais juste pour acheter de quoi manger. Hein. Je crois que ça c'est vrai. Montrer aux 2 autres qu'elle avait surtout pas peur et qu'elle assumait, hein, et qu'elle savait manier son fusil de chasse. Et puis après, ça a mal tourné. Je pense que non, il n'y a pas l'idée de tuer. Non, non, je pense pas, franchement. Et elle le décrit très bien. Je pense que là, elle est sincère. Au terme de 3 jours de procès, le verdict tombe. 28 ans de réclusion criminelle pour Magali, soit 3 ans de plus que les réquisitions de l'avocat général. Anne-Sophie, elle, est condamnée à 10 ans d'emprisonnement. Et Émilie, à 3 ans, dont 2 avec sursis. 28 ans, c'est pas assez. Quand on prend la vie d'une personne, quand on prend la vie d'un gamin de 22 ans, c'est pas assez. Magali fait appel. Et le 26 octobre 2006, sa peine est confirmée par la cour d'assises de Bourg-en-Bresse. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. On est toujours avec le docteur Patrick Ourdet, qui est psychiatre. Docteur, il y a quelque chose qui est intéressant quand même dans cette affaire, c'est le changement de look de Magali, qui est sans doute commandé par son avocat, pour essayer peut-être d'adoucir, au fond, la perception qu'on peut avoir d'elle. Ça paraît assez évident. On l'a décrit dans un premier temps comme une femme macho, une matrone qui sort avec le fusil pour aller chercher de l'argent. Et là, elle apparaît un petit peu où elle cherche à apparaître comme une vierge effarouchée, sur, je pense, les conseils, parce que je ne pense pas que ce soit elle qui l'ait fait directement, d'un avocat. Et son avocat est tout à fait libre d'essayer de plaider sa cause. Et donc, elle arrive là, peut-être beaucoup plus féminine, entre guillemets, et pour éventuellement amoindrir. Et la peine qu'elle a, 28 ans, c'est la peine maximale, sans atténuation, parce qu'il faut savoir aussi que, ça c'est peut-être le rôle des avocats, l'alcool n'est pas un facteur atténuant, mais un facteur aggravant. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Non, parce qu'on pourrait penser que sous l'emprise de l'alcool, on est moins responsable. Non, pas du Or, tout. en fait, on n'est plus responsable parce qu'on a pris la décision de boire. On sait qu'on a bu, etc. Donc c'est une circonstance aggravante. Juste un mot quand même, maître Sandrine Pégan. Là, l'avocat qu'on imagine en train de conseiller sa cliente pour changer de look, etc., c'est quasi de la manipulation. Bon, alors déjà, vous faites des suppositions. Oui. Parce que c'est pas la première fois dans cette émission, vous savez. Oui, D'habitude, oui, quand on suppose pas sur les avocats, ça vous dérange moins. Oui, mais là, à partir du moment où vous touchez à mon corps, à mon corps, ma communauté, en tout cas, ma confrérie. Ce que je veux vous dire, c'est que déjà, ne mélangeons pas tous les avocats. Si c'est une stratégie de défense pénale de l'avocat, force est de constater que finalement, elle n'a pas été payante puisque... Elle était trop grossière, peut-être. Visiblement. Mais ce qu'il faut
Moi, en fait, ce que j'ai envie juste de vous dire, c'est que le prétoire, le tribunal, c'est comme une pièce de théâtre. Chacun a son rôle à jouer. Sauf qu'à un moment donné, il ne faut pas surjouer parce que la cour d'assises, le président, les jurés, ils savent très bien ce qu'il en est. Merci beaucoup, Maître Sandrine Pégan, d'avoir défendu si bien votre corps. Docteur Patrick Courdet, merci d'avoir été avec nous, psychiatre. On fait une pause, on se retrouve dans un instant en direct pour le droit de suite. À tout de suite.